Ses directives principales, l'entraînement de Luke Stone, tome 2, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Chapitre 1er 25 juin 2005, 13h45, heure de jour de Moscou, 5h45, heure de l'Est. À 130 milles marins, à l'est-sud-est de Yalta, la mer Noire. « J'en ai assez d'attendre », dit le gros pilote de sous-marin à Reed Smith. « Faisons-le maintenant. » Smith était assis sur le pont de Legion Explorer, un vieux chalutier déglingué qui avait été réaménagé pour les découvertes archéologiques. Il fumait une cigarette turque, buvait une canette de coca et s'imprégnait de la chaleur de cette journée lumineuse, de la sécheresse salée de l'air et de l'appel des mouettes qui se rassemblaient autour du bateau. Le soleil de midi était dès maintenant au zénith et commençait à descendre lentement vers l'ouest. L'équipe scientifique était encore à l'intérieur de la timonerie du chalutier et faisait semblant d'effectuer des calculs sur l'emplacement d'un bateau de commerce de la Grèce antique qui reposait dans la boue à 350 mètres sous la surface de cette belle mer bleue. Autour d'eux, on ne voyait que de l'eau, les vagues qui étincelaient au soleil. « Pourquoi se presser ?» dit Smith. Il subissait encore les effets d'une cuite qui remontait à 2 nuits. Legion Explorer avait été mise à quai pendant plusieurs jours dans le port turc de Samsun. Comme il n'avait eu rien d'autre à faire, Smith avait testé la vie nocturne locale. Smith aimait vivre dans des bulles. Il pouvait boire et faire la fête avec des prostituées dans une ville inconnue et ne jamais penser aux gens qui, à d'autres endroits, le tueraient s'ils en avaient dès l'occasion. Il pouvait s'asseoir sur ce pont et apprécier la beauté des eaux qui l'entouraient en fumant une cigarette sans jamais penser ne serait-ce qu'une fois que, dans un moment, il se connecterait au câble de communication russe à 100 étages sous la surface de ces eaux. De plus, comme il vivait dans ces bulles, cela signifiait qu'il n'aimait pas les gens qui passaient là-bas leur temps à réfléchir, anticiper, passer au crible le contenu d'une bulle pour le transférer dans une autre, les gens comme ce pilote de sous-marin. Une équipe archéologique ne plongerait jamais au milieu de l'après-midi, dit le pilote. Nous aurions dû plonger ce matin. Smith ne dit pas un seul mot. La réponse était tout de même évidente. Legion Explorer n'explorait pas que les eaux de la mer Égée, mais aussi la mer Noire et la mer d'Azov. Pour tout le monde, l'Explorer cherchait les épaves abandonnées par des civilisations disparues depuis longtemps. La mer Noire était un endroit particulièrement riche pour la recherche d'épaves. L'eau de cette mer était anoxique, ce qui signifiait que, au-dessous de 150 mètres d'eau, il n'y avait presque plus d'oxygène. Dans ces fonds, la vie marine était réduite et le peu qu'il y avait était plutôt constitué de bactéries anaérobies. Or, cela signifiait que les objets qui tombaient sur ces fonds marins étaient très bien préservés. Au fond, il y avait des navires de l'époque médiévale dans lesquels des plongeurs modernes avaient donc trouvé des membres d'équipage encore habillés avec les vêtements qu'ils avaient emportés au moment de leur mort. Reed Smith aurait aimé voir ce genre de choses. Évidemment, il faudrait qu'il attende une autre occasion. Il n'était pas venu ici pour explorer une épave de bateau. Legion Explorer et sa mission étaient un mensonge. Poseidon Research International, l'organisation qui possédait et Legion Explorer et choisissait son équipage, était aussi un mensonge. Reed Smith était un mensonge. En vérité, tous les hommes qui se trouvaient à bord de ce navire étaient donc des employés des agents secrets d'élite délégués ou des indépendants, embauchés temporairement par la CIA. « Équipage du Nérus, montez à bord !» dit une voix monocorde qui venait du haut-parleur. Le Nérus était un sous-marin minuscule, jaune vif, que les professionnels appelaient « submersible ». Son poste de pilotage était une bulle en acrylique parfaitement sphérique.
Aussi fragile que cette bulle puisse paraître, elle pouvait résister à la pression correspondant à une profondeur de 1000 mètres et 100 fois supérieure à celle que l'on trouvait à la surface. Smith jeta sa cigarette dans l'eau. Les deux hommes taris se déplacèrent vers le submersible. Ils y furent rejoints par un troisième homme sec et musclé d'une vingtaine d'années qui avait une cicatrice profonde sur le côté gauche du visage. Il avait aussi la boule à zéro. Ses yeux étaient perçants. Il affirmait être un biologiste marin du nom d'Eric Davis. Il était évident que ce gamin appartenait aux forces Bisilas spéciales. Depuis qu'ils étaient gens de monter sur le bateau, il avait à peine prononcé un mot. Le Nérus jaune vif était installé sur une plateforme en métal. Il ressemblait à un robot pacifique de film de science-fiction et deux bras robotiques en métal noir dépassaient alliés de l'avant. Au-dessus du pont du chalutier, une grue lourde se profilait, prête à soulever le Nérus et à le plonger dans l'eau. Deux hommes en tenue de plongée orange attendaient pour accrocher le Nérus au câble épais auquel il devait être suspendu. Smith et ses deux compagnons d'équipage montèrent aux marches et passèrent l'un après l'autre par l'écoutille principale. Le gamin des forces spéciales entra le premier, car il devait s'asseoir au fond. Ensuite, ce fut au tour du pilote. Smith entra le dernier et se glissa dans le siège du copilote. Juste devant lui, il y avait les commandes des bras robotiques. Tout autour de lui, il y avait la bulle transparente du poste de pilotage. Il tendit le bras vers le haut et ferma l'écoutille derrière lui en tournant la valve pour la sceller et la verrouiller. Il était tout contre le pilote musclé, Bolger. Le verre du poste de pilotage était à seulement 30 cm de son visage et à 15 cm de son épaule droite. Il faisait chaud à l'intérieur de cette sphère, et ça n'allait pas en s'arrangeant. « C'est serré », dit Smith. Il appréciait cette sensation aussi peu que pendant l'entraînement qu'il avait reçu. Un claustrophobe n'aurait pas tenu 3 minutes à l'intérieur de ce machin. « Il faut que tu t'y habitues », dit le pilote. « Nous allons y passer pas mal de temps. » Dès que Smith avait scellé l'écoutille, le Nérus s'était réveillé avec un soubresaut. Les hommes l'avaient accroché au câble et la grue l'avait soulevé vers l'eau. Smith regarda derrière eux. Un des hommes en tenue de plongée orange se tenait sur le pont extérieur étroit du Nérus. Il se tenait au câble d'une main lourdement gantée. En un moment, ils pendirent en l'air à 2 étages de hauteur. La grue les descendit vers l'eau. À présent, le chalutier vert se profilait au-dessus d'eux. Un Zodiac apparut avec un seul homme à bord. Il avançait vite. L'homme qui se tenait sur le pont extérieur s'occupa de détacher les sangles du câble, puis monta dans le Zodiac. Une voix arriva par la radio. « Nérus, c'est le poste de commande Legion Explorer qui vous parle. Commencez les tests. »« Bien reçu, » dit le pilote. « Nous commençons maintenant. » L'homme avait une série de commandes devant lui. Il appuya sur un bouton situé en haut du joystick qu'il tenait dans sa main. Ensuite, il commença à actionner des interrupteurs. Sa main gauche, charnue, passa rapidement de l'un à l'autre. Sa main droite resta sur le joystick. Un air frais et oxygéné commença à souffler dans le minuscule module. Smith inspira profondément. C'était vraiment agréable sur son visage en sueur. La minute d'avant, il avait commencé à avoir trop chaud. Le pilote et la voix de la radio dialoguèrent en échangeant des informations pendant que le submersible se balançait doucement vers l'avant, puis vers l'arrière. L'eau fit des bulles et s'éleva tout autour d'eux. En quelques secondes, la surface de la mer Noire leur passa au-dessus de la tête. Smith et l'homme qui se trouvait au fond restaient silencieux et laissaient agir le pilote. C'étaient des professionnels accomplis. « Lancez le fonctionnement silencieux », dit la voix. « Fonctionnement silencieux », dit le pilote. « À ce soir. »« Bonne chance, Nérus. » Alors, le pilote fit une chose que ne ferait jamais un pilote de submersible civil en quête d'une épave de navire.
Il coupa la radio. Ensuite, il éteignit sa radiobalise. Il n'avait plus aucun lien avec la surface. Est-ce que l'Agent Explorer pouvait encore voir le Nérus sur le sonar? Oui, mais l'Explorer savait où se trouvait le Nérus. Dans un moment, même cela ne serait plus vrai. Le Nérus était un point minuscule dans une grande mer. À toute fin pratique, le Nérus avait disparu. Reed Smith inspira profondément une fois de plus. Ce devait être la 30e fois qu'il allait sous l'eau dans un de ces appareils, aussi bien lors des entraînements qu'en situation réelle, mais il n'arrivait toujours pas à s'y faire. À seulement 4 mètres de profondeur, la mer devenait bleu vif à mesure que la lumière du soleil venant de la surface était dispersée et absorbée. Dans le spectre des couleurs, le rouge était absorbé en premier, ce qui jetait une patine bleue sur le monde sous-marin. À mesure que le submersible descendait vers les profondeurs, tout devenait plus bleu et plus sombre. « C'est beau », dit Eric Davis derrière eux. « Oui », dit le pilote, « je ne m'en lasse jamais. » Il descendait dans l'obscurité bleue, profonde et silencieuse. Pourtant, elle n'était pas complète. Smith savait qu'une petite quantité de lumière de la surface les atteignait encore. Ils étaient dans la couche crépusculaire. Sous eux, encore plus profond, il y avait la nuit. Le noir les enveloppa. Le pilote n'alluma pas ses projecteurs, mais navigua avec ses instruments. Maintenant, il n'y avait plus rien à voir. Smith laissa son attention divaguer. Il ferma les yeux et inspira profondément une fois, plus une autre fois, et encore une autre fois. Il se laissa emporter par sa gueule de bois. Il avait un travail à faire, mais pas encore. Quand il faudrait qu'il passe à l'action, le pilote, Bolger, le lui dirait. Pour l'instant, il se contentait de flotter dans son esprit. C'était agréable d'écouter le bourdonnement des moteurs et le murmure passager des 2 hommes qui, tout en l'accompagnant, bavardaient sur une chose ou une autre. Le temps passa. Peut-être beaucoup de temps. « Smith !» siffla Bolger. « Smith, réveillez-vous !» Smith répondit sans ouvrir les yeux. « Je ne dors pas. Est-ce qu'on y est ?»« Non, nous avons un problème. » Smith ouvrit brusquement les yeux. Il fut étonné de voir une obscurité quasi totale régner tout autour de lui. Les seules lumières venaient des lueurs rouges et vertes du tableau de bord. Problème n'était pas un mot qu'il avait envie d'entendre à des centaines de mètres, sous la surface de la mer Noire. « Que se passe-t-il » Le doigt de boudinet de Bolger désigna l'écran du sonar. Il y avait quelque chose de gros, à peut-être 3 kilomètres, à leur nord-ouest. Si ce n'était pas une baleine bleue, et il était très peu probable que ça en soit une, alors c'était un navire d'une sorte ou d'une autre, probablement un sous-marin. Or, d'après ce que savait Smith, un seul pays faisait circuler de vrais sous-marins dans ces eaux-là. « Eh merde, pourquoi avez-vous allumé le sonar ?»« J'avais mes doutes, » dit Bolger. « Je voulais m'assurer que nous soyons seuls. »« Eh bien, il est clair qu'on ne l'est pas, » dit Smith. « De plus, vous signalez notre présence. » Bolger secoua la tête. « Il savait si que nous étions ici. » Il montra 2 points beaucoup plus petits, derrière eux, au sud, puis un point similaire vers l'avant, et juste à l'est, à moins d'1 kilomètre. « Vous voyez ces points, ça ne présage rien de bon. Ils viennent vers nous. » Smith se passa une main sur la tête. « Davis ?»« Je ne suis pas concerné, » dit l'homme assis au fond. « Je suis ici pour vous sauver la peau et s'aborder le submersible en cas de défaillance du système ou d'erreur de pilotage. Je n'ai aucunement la possibilité d'attaquer un ennemi depuis ici. De plus, à une telle profondeur, je ne pourrais pas ouvrir l'écoutille, même si je le voulais. Il y a trop de pression. » Smith hocha la tête. « Certes. » Il regarda le pilote. « Il nous reste combien jusqu'à la cible ?» Bolger secoua la tête. « Trop loin. »« Le lieu de rendez-vous ?» ?»« Laissez tomber. Pouvons-nous leur échapper ?» Bolger haussa les épaules. « Avec cet appareil, j'imagine qu'on peut essayer. Prenez des mesures d'évitement.
faillit dire Smith. Cependant, avant qu'il ait pu former les mots, une lumière forte s'alluma brusquement juste devant eux. Dans cette capsule minuscule, l'effet fut aveuglant. « Faites vos demi-tours », dit Smith en se protégeant les yeux. « Ces gens-là ne sont pas des amis. » Le pilote fit brusquement virevolter le Nérus à 360 degrés. Avant qu'il ait pu terminer la manœuvre, une autre lumière aveuglante arriva derrière eux. Ils étaient encerclés, devant et derrière, par des submersibles semblables aux leurs. Cependant, malgré les similitudes entre ces appareils, Smith connaissait les submersibles ennemis. Ils avaient été conçus et fabriqués dans les années 1960, pendant l'ère des calculatrices de poche. Il faillit frapper l'écran qui se trouvait devant lui. Bordel! En plus, il y avait ce grand objet qui arrivait de plus loin, probablement un sous-marin d'attaque. La mission, top secrète, allait être un échec cuisant, mais il y avait pire que ça. Vraiment pire. Le pire, c'était Reed Smith lui-même. Il ne fallait en aucun cas qu'on le capture. « Davis, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« On peut essayer de s'enfuir, » dit Davis, « mais, personnellement, je préférerais leur laisser ce tas de ferraille et rester en vie. » Smith grogna. Il ne voyait trop rien et il ne pouvait que mourir à l'intérieur de cette bulle où il ne voulait pas penser aux autres possibilités. Génial. Qui avait eu l'idée de cette mission, déjà? Il tendit la main vers son mollet et ouvrit la fermeture éclair de son pantalon cargo. Il avait un minuscule Derringer à 2 coups, scotché à la jambe. C'était son arme de suicide. Il arracha l'adhésif à son mollet, sentant à peine les poils venir avec. Il se mit l'arme à la tête et inspira profondément. « Que faites-vous » demanda Bolger d'une voix soudain inquiète. « Vous ne pouvez pas tirer là-dedans. Vous perceriez la coque du submersible. Nous sommes à 300 mètres sous la surface. » Il désigna la bulle qui les entourait. Smith secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. » Soudain, le gamin des forces spéciales arriva derrière lui. En se tortillant comme un serpent épais, il saisit puissamment le poignet d'Smith. Comment avait-il pu bouger si vite dans un espace aussi restreint? Pendant un moment, ils grognèrent et luttèrent, à peine capables de bouger. Le gamin avait l'avant-bras autour de la gorge de Smith. Il frappa la main de Smith contre le tableau de bord. « Laissez-la tomber !» cria-t-il. « Lâchez l'arme !» Alors, l'arme disparut. Smith envoya les pieds vers le bas et poussa violemment vers l'arrière en essayant de se débarrasser du gamin. « Vous ne savez pas qui je suis. »« Arrêtez !» cria le pilote. « Arrêtez de vous battre. Vous heurtez les commandes. » Smith réussit à sortir de son siège, mais, maintenant, le gamin était au-dessus de lui. Ce gamin était fort, d'une force étonnante, et il força Reed à s'accroupir entre le siège et le bord du submersible. Il y cala Reed et le poussa pour qu'il se roule en boule. Le gamin était au-dessus de lui, maintenant, et il respirait lourdement. Son haleine, qui sentait le café, soufflait dans l'oreille de Reed Smith. « Je peux vous tuer, compris, » dit le gamin. « Je peux vous tuer. Si c'est ce qu'il faut faire, je le ferai, mais vous ne pouvez pas tirer là-dedans. On veut vivre, moi et l'autre. »« J'ai de gros problèmes, » dit Reed, « s'il m'interroge, s'il me torture. »« Je sais, » dit le gamin. « Je comprends. » Il s'interrompit. Son souffle arrivait rauque et sec. « Voulez-vous que je vous tue? Je le ferai. À vous d'en décider. » Reed y réfléchit. L'arme aurait facilité les choses. Il n'aurait pas eu besoin de réfléchir. Un coup de gâchette rapide, puis l'au-delà. Pourtant, il aimait cette vie. Il ne voulait pas mourir maintenant. Il était possible qu'il y échappe cette fois-ci, qu'il ne découvre pas son identité, qu'il ne le torture pas. Les yeux russes se contenteraient peut-être de confisquer un submersible de pointe, puis d'effectuer un échange de prisonniers sans poser trop de questions. Peut-être. Sa respiration commença à se calmer. Déjà, il n'aurait jamais dû venir ici. Oui,
Il savait pirater les câbles de communication. Oui, il avait de l'expérience en mission sous-marine. Oui, il savait travailler dans la discrétion. Cependant, l'intérieur du submersible était encore baigné de cette lumière brillante, aveuglante. Il venait d'offrir un sacré spectacle aux tonnes russes. Rien que sur ça, les Russes allaient pas le poser quelques questions. Pourtant, Reed Smith voulait asseoir ce vivre. « Ok, dit-il. Ok, ne me tuez pas. Laissez-moi me relever. Je ne ferai rien. » Le gamin commença à se redresser. Il fallut un moment. Il y avait si peu d'espace dans le submersible qu'ils étaient ni comme deux hommes assommés en train de mourir piétinés sous les foules de la Mecque. C'était difficile de se dégager. Quelques minutes plus tard, Reed Smith était de retour sur son siège. Il avait pris sa décision. Il espérait qu'elle s'avérerait être la bonne. « Allumez la radio », dit-il à Bolger. « Voyons ce que ces rigolos ont à dire. » Chapitre 2 10h15, heure de l'Est, la salle de crise, la Maison-Blanche, Washington, D.C. « On dirait que cette mission a été mal conçue, » dit un assistant. Ici, le problème est dans le déni plausible. David Barrett, qui mesurait presque 1,98 m, regardait fixement l'homme qui se tenait à côté de lui. L'assistant était blond, perdait ses cheveux, était un peu trop gros et portait un costume qui était trop grand aux épaules et trop petit à la taille. Il s'appelait Jepsum. C'était un nom malencontreux pour un homme peu chanceux. Barrett n'aimait pas les hommes qui mesuraient moins d'1,82 m et il n'aimait pas les hommes qui ne prenaient pas soin de leur forme. Barrett et Jepsum avançaient rapidement dans les couloirs de l'aile ouest. Ils allaient vers l'ascenseur qui devait les emmener à la salle de crise. « Oui ?» dit Barrett qui perdait patience. « Le déni plausible ?» Jepsum secoua la tête. « C'est ça, nous n'en avons pas. » Une cohorte de personnes accompagnait Barrett, derrière lui, devant lui, tout autour de lui. Des assistants, des stagiaires, des hommes des services secrets, des membres du personnel de toutes sortes. Une fois de plus, et comme d'habitude, il ne savait absolument pas qui était la moitié de ces gens. Ils étaient une masse indistincte d'humains qui fonçaient avec lui et il les dépassait presque tous d'une tête. Le plus petit aurait pu appartenir à une espèce totalement différente de la sienne. Les gens de petite taille agaçaient prodigieusement Barrett, et son agacement croissait de jour en jour. David Barrett, président des États-Unis, était revenu travailler trop tôt. Seulement 6 semaines avaient passé depuis que sa fille Elizabeth avait été kidnappée par des terroristes, puis sauvée par des commandos américains lors d'une des opérations secrètes les plus osées qui ait eu lieu récemment. Pendant que sa fille avait été prisonnière, David Barrett avait eu une crise de nerfs. Il avait arrêté d'exercer son rôle, et qui aurait pu le lui reprocher? Ensuite, il avait été lessivé, épuisé et si soulagé qu'Elizabeth soit saine et sauve, qu'il n'avait pas les mots pour l'exprimer complètement. Le groupe tout entier entra dans l'ascenseur, où il se tassa comme des sardines dans une boîte de conserve. 2 hommes des services secrets étaient entrés dans l'ascenseur avec eux. C'étaient ces 2 grands hommes, l'un noir et l'autre blanc. La tête de Barrett et celle de ses protecteurs surplombaient tous les autres dans la cabine comme des statues sur l'île de Pâques. Jepsum continuait à le regarder avec tant de sérieux qu'il en ressemblait presque à un bébé phoque. De plus, leur ambassade n'accepte même pas de répondre à nos messages. Après le fiasco du mois dernier aux Nations Unies, je ne crois pas que nous pourrons nous attendre à beaucoup de coopération. Barrett ne comprenait pas Jepsum, mais quoi qu'il dise, il manquait de détermination. Le président n'avait-il pas des hommes plus forts que ça à sa disposition? Tout le monde parlait en même temps. Avant l'enlèvement d'Elizabeth, Barrett avait souvent piqué une de ses crises de colère coutumières,
rien que pour faire taire les gens, mais, maintenant, il permettait à tout ce troupeau désordonné de déblatérer, et le bruit de leur bavardage était pour lui une forme de musique absurde qu'il laissait passer sans lui prêter attention. Cela faisait déjà 5 semaines que Barrett avait repris le travail, et le temps avait passé à toute vitesse. Il avait renvoyé son chef de cabinet, Lawrence Keller, juste après avoir récupéré sa fille. Keller était petit, lui aussi, 1,55 m au mieux, et Barrett avait fini par soupçonner que Keller avait été déloyal envers lui. Il n'en avait aucune preuve, et il ne se souvenait même pas de la raison pour laquelle il le croyait, mais il avait pensé qu'il valait quand même mieux se débarrasser de Keller. Sauf que, maintenant, Barrett était dépourvu du calme gris et lisse de Keller et de son efficacité implacable. Sans Keller, Barrett se sentait à la dérive, désemparé, incapable de comprendre l'avalanche de crises, de mini-désastres et d'informations toutes simples dont on le bombardait quotidiennement. David Barrett commençait à penser qu'il allait avoir une autre crise de nerfs. Il avait du mal à dormir. Du mal, il dormait à peine. Parfois, quand il était seul, il commençait à faire de l'hyperventilation. Quelquefois, tard dans la nuit, il s'était enfermé dans sa salle de bain privée et y avait pleuré en silence. Il s'était dit qu'il aimerait suivre une psychothérapie, mais quand on était président des États-Unis, on ne pouvait pas aller chez le psychologue. Si les journaux et les débats télévisés du câble l'apprenaient, il ne voulait pas imaginer les conséquences. Ce serait la fin, pour le dire gentiment. L'ascenseur s'ouvrit sur la salle de crise, en forme d'œuf. Elle était moderne, comme le poste de pilotage d'un vaisseau spatial dans une série télévisée. Elle était conçue pour maximiser l'espace. De grands écrans étaient fixés au mur tous les 60 cm et un écran de projection géant trônait sur le mur du fond à l'extrémité de la table. À l'exception du siège personnel de Barrett, tous les sièges en cuir luxueux de la table étaient déjà occupés par des hommes en costume et en surpoids, ainsi que par des militaires en uniforme mince et droit, comme des i. Un grand homme en uniforme de cérémonie se tenait au bout de la table. La taille, c'était rassurant, d'une façon ou d'une autre. David Barrett était grand, et, la plus grande partie de sa vie, il avait été d'une assurance prodigieuse. L'homme qui se préparait à diriger la réunion serait plein d'assurance, lui aussi. En fait, il débordait d'assurance et d'autorité. Cet homme était un général, 4 étoiles. Richard Stark. Barrett se souvint qu'il n'appréciait pas beaucoup Richard Stark. Cela dit, à présent, il n'appréciait pas grand monde. De plus, Stark travaillait au Pentagone. Peut-être le général pourrait-il les éclairer un peu sur ce dernier revers mystérieux. « Calmez-vous » dit Stark quand la foule que l'ascenseur venait d'expulser se dirigea vers ses sièges. « Messieurs, calmez-vous. Le président est ici. » Le silence se fit dans la salle. Quelques personnes continuèrent à murmurer, mais même celles-là se turent rapidement. David Barrett s'assit dans sa chaise à dossier élevé. « Ok, Richard, » dit-il, « laissez tomber les préliminaires et la leçon d'histoire. Nous l'avons déjà entendu. Dites-moi seulement ce qui se passe, bon sang. » Stark chaussa une paire de lunettes noires de lecture et baissa les yeux vers les feuilles de papier qu'il avait en main. Il inspira profondément et poussa un soupir. Sur les écrans disposés autour de la salle, une mer apparut. « Ce que vous voyez sur les écrans, c'est la mer Noire, » dit le général. Pour autant que nous puissions dire, il y a environ 2 heures, un petit submersible contenant 3 hommes et possédé par une entreprise américaine du nom de Poseidon Research travaillait loin, sous la surface dans les eaux internationales, à plus de 160 km au sud-est de la station touristique criméenne de Yalta. Il semblerait qu'il ait été intercepté et capturé par des éléments de la marine russe. Officiellement, la mission du submersible était de trouver et de marquer l'emplacement d'un ancien navire de commerce grec,
qui aurait coulé dans ses eaux il y a presque 25 siècles de cela. Le président Barrett regarda fixement le général. Il inspira. Cela ne semblait pas du tout poser problème. Pourquoi en faisait-on tant de cas? Un sous-marin civil menait des recherches archéologiques dans les eaux internationales. Les Russes se refaisaient une santé après une quinzaine d'années désastreuses, et ils voulaient bolide que la mer Noire redevienne leur lac privé. Donc, ils s'étaient irrités, et ils avaient été trop loin. Parfait. Il suffisait de déposer plainte auprès de l'ambassade et de ramener les scientifiques. Peut-être même pourrait-on récupérer aussi le submersible. Ce n'était qu'un malentendu. Excusez-moi, général, mais il me semble que ce serait plutôt aux diplomates de s'occuper de ça. J'apprécie que l'on m'informe d'événements de ce type, mais il semble facile d'échapper à une crise dans ce cas-là. Ne pouvons-nous pas simplement demander à l'ambassadeur? « Monsieur, » dit Stark, « je crains que ce soit un peu plus compliqué que ça. » Barrett se sentit immédiatement contrarié que Stark lui coupe la parole devant une salle pleine de gens. « Ok, » dit-il, « mais j'espère que c'est du sérieux. » Stark secoua la tête et poussa un nouveau soupir. « Monsieur le Président, Poseidon Research International est une entreprise financée et gérée par la CIA. C'est une couverture. Le submersible en question, le Nerus, faisait semblant d'être un vaisseau de recherche civile. En fait, il était en mission secrète, sous l'égide du groupe des opérations spéciales de la CIA et le commandement conjoint des opérations spéciales. Les 3 hommes capturés sont un civil doté de certificats de sécurité de haut niveau, un agent spécial de la CIA et un agent des SEAL. Pour la première fois, en plus d'1 mois, David Barrett sentit une vieille sensation familière monter en lui. La colère. C'était un sentiment qu'il appréciait. Ils avaient envoyé un sous-marin en mission d'espionnage dans la mer Noire. Barrett n'avait pas besoin de voir une carte sur l'écran pour comprendre les problèmes géopolitiques que cela supposait. « Richard, excusez-moi d'être franc, mais pourquoi donc avons-nous envoyé un sous-marin d'espionnage dans la mer Noire? Voulons-nous faire la guerre aux Russes, la mer Noire et leur territoire? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce sont des eaux internationales ouvertes à la navigation, et nous tenons à ce que cela continue ainsi. » Barrett secoua la tête. Évidemment, que faisait le submersible à cet endroit? Le général toussa. Il avait pour mission de se connecter aux câbles de communication russes au fond de la mer Noire. Comme vous le savez, depuis la chute de l'Union soviétique, les Russes louent le vieux port naval soviétique de Sébastopol aux Ukrainiens. Ce port était le pivot de la flotte soviétique dans la région et il remplit la même fonction pour la marine russe. Comme vous pouvez l'imaginer, cet arrangement est instable. Des lignes téléphoniques et des câbles de communication informatique russes traversent le territoire ukrainien de Crimée jusqu'à la frontière russe. Entre-temps, il y a eu de plus en plus de tensions entre la Russie et la Géorgie, juste au sud de l'endroit. Nous craignons qu'une guerre n'éclate, peut-être pas maintenant, mais dans un avenir proche. Nous avons de très bonnes relations avec la Géorgie et nous aimerions que, avec l'Ukraine, elle rejoigne l'OTAN un jour. Tant qu'elle ne l'aura pas fait, elle sera exposée à une attaque russe. Récemment, les Russes ont déposé des câbles de communication sur le fond de la mer, de Sébastopol à Sotchi, et ils contournent complètement les câbles qui traversent la Crimée. La mission du Néréus était de trouver l'emplacement de ces câbles et, si possible, de s'y connecter. Si les Russes décident d'attaquer la Géorgie, la flotte de Sébastopol le saura à l'avance. Il faudra que nous le sachions, nous aussi. Stark s'interrompit. « Et la mission a été un échec total, » dit David Barrett. Le général Stark ne le contesta pas. « Oui, monsieur, effectivement. » Barrett ne put que lui être reconnaissant pour sa franchise. Souvent, ces gars-là essayaient de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Eh bien,
Barrett ne voulait plus de ce genre d'attitude et Stark venait de recevoir quelques points pour ne pas avoir essayé. Malheureusement, monsieur, l'échec de la mission n'est pas vraiment le problème le plus grave que nous ayons. En ce moment, le problème que nous devons résoudre, c'est que les Russes n'ont pas reconnu avoir capturé le submersible. Ils refusent aussi de nous dire où il se trouve ou dans quelles conditions les hommes qui étaient à bord sont détenus. Actuellement, nous ne sommes même pas sûrs que ces hommes soient encore en vie. Sommes-nous certains que les Russes ont capturé le submersible? Stark hocha la tête. Oui, le submersible était équipé d'un radiobalisage qui a été éteint. Cependant, il est aussi équipé d'une minuscule puce informatique qui envoie son emplacement à un satellite GPS. La puce ne fonctionne que quand le submersible est à la surface. Les Russes semblent ne pas l'avoir encore détectée. Elle est installée au cœur même des systèmes mécaniques. Il faudra qu'ils démontent entièrement le submersible ou qu'ils le détruisent pour que la puce ne fonctionne plus. Entre-temps, nous savons qu'ils ont ramené le submersible à la surface et qu'ils l'ont amené dans un petit port à plusieurs kilomètres au sud de Sotchi, près de la frontière avec la Géorgie, ex-État soviétique. « Et les hommes » dit Barrett. Stark hocha la tête et haussa les épaules à moitié. « Nous pensons qu'ils sont avec le sous-marin. Personne ne sait que cette mission a eu lieu ?»« Seulement nous et eux, » dit Stark. « Nous pensons qu'il a dû y avoir récemment une fuite d'informations chez les participants à la mission ou dans les agences impliquées. Cette idée est détestable, mais Poseidon Research travaille à visage découvert depuis 20 ans et jamais nous n'avons constaté que sa sécurité avait été violée. » Alors, David Barrett eut une idée étrange. Quel était le problème? C'était une mission secrète. Les journaux n'étaient pas au courant et les hommes impliqués savaient peu et parfaitement quels risques ils prenaient. La CIA connaissait les risques. Les huiles du Pentagone connaissaient si les risques. À un niveau ou à un autre, ils avaient dû savoir que c'était une mission extrêmement stupide. Il était certain que personne n'avait demandé au président des États-Unis la permission d'effectuer cette mission. Il n'apprenait son existence que suite au désastre. C'était un des aspects de ses relations avec la soi-disant communauté du renseignement qu'il aimait le moins. Ses membres avaient comme tendance à vous dire les choses quand il était déjà trop tard pour y remédier. Pendant un instant, il se sentit comme un père furieux qui vient d'apprendre que son fils adolescent a été arrêté pour vandalisme par la police locale. Ce gamin n'aura qu'à passer la nuit en prison. Je le récupérerai demain matin. Pouvons-nous les laisser où ils sont? Dit-il. Stark leva un sourcil. Pardon, monsieur? Barrett regarda dans la salle. Tous les yeux étaient arrondés sur lui. Il était extrêmement sensible à ces 2 douzaines de pères d'yeux. De jeunes yeux dans les rangées du fond, des yeux flétris entourés de rides autour de la table, des yeux de hibou derrière leurs lunettes. Cependant, ces yeux, qui lui témoignaient une grande déférence en temps normal, semblaient maintenant le regarder autrement. Ils exprimaient peut-être de la confusion ou peut-être le commencement de « la pitié ?» Pouvons-nous les laisser là-bas et négocier discrètement leur libération? Voilà ce que je demande. Même si ça prend du temps, 1 mois, 6 mois, il semblerait que les négociations soient une manière d'éviter d'avoir un autre incident. « Monsieur, » dit le général, « je crains que ce soit impossible. L'incident a déjà eu lieu. »« Ah !» dit Barrett, et juste comme ça, il perdit le contrôle. Ce fut silencieux, comme une brindille qui craque, mais il en avait assez. Cet homme venait de le contredire une fois de trop. Savait-il même à qui il parlait? Barrett pointa un long doigt vers le général. « Les carottes sont déjà cuites. C'est ça que vous me dites? Il faut faire quelque chose. Vous et vos marionnettes, vous menez un théâtre d'ombre ridicule. Vous semez le chaos vous-même. Et maintenant, vous voulez que le gouvernement officiel élu par le peuple vous tire d'affaire. Une fois de plus. » Barrett secoua la tête. «
J'en ai assez, général. Comment trouvez-vous cette situation? Je ne la supporte plus, d'accord. Moi, je dis qu'il faudrait laisser ces hommes entre les mains des Russes. David Barrett parcourut à nouveau les yeux des gens présents dans la salle. À présent, beaucoup de ces gens détournaient le regard, fixés de la table devant eux, regardaient dans le général Stark ou des rapports brillants reliés avec des anneaux en plastique. Ils regardaient tout sauf leur président. C'était comme s'il venait de déposer une crotte particulièrement odorante dans son pantalon. C'était comme s'il savait une chose qu'il ne savait pas. Stark confirma immédiatement que Barrett avait vu juste. « Monsieur le Président, je ne voulais pas en parler, mais vous ne me laissez pas le choix. Un des hommes de cette équipe a eu accès à des renseignements de la nature la plus sensible. Il a entièrement participé à des opérations secrètes sur 3 continents pendant plus de 10 ans. Il a une connaissance complète des réseaux d'espionnage américains basés en Russie et en Chine, mais aussi au Maroc, en Égypte, au Brésil, en Colombie et en Bolivie. Dans quelques cas, il a établi ces réseaux lui-même. » Stark s'interrompit. Dans la salle, le silence était absolu. Si les Russes tortureraient cet homme pendant son interrogatoire, la vie de dizaines de gens, qui fournissent pour la plupart des renseignements importants, sera en jeu. Pire que ça, les informations auxquelles ces gens ont accès deviendront à leur tour transparentes pour nos opposants, et cela causera encore plus de morts. Des réseaux étendus que nous avons mis des années à créer pourraient comme disparaître en peu de temps. Barrett regarda fixement Stark. Ces gens-là avaient une audace incroyable. « Que faisait cet homme sur le terrain, général ?» demanda-t-il d'un ton acerbe. « Comme je l'ai indiqué, monsieur, Poseidon Research International a fonctionné pendant des décennies sans éveiller de soupçons évidents. L'homme se cachait aux yeux de tous. »« Il se cachait aux yeux de tous, » dit lentement Barrett. « C'est comme ça qu'on le dit, monsieur. » « Oui. » Barrett ne répondit rien. Il se contenta de fixer le général du regard, et Stark sembla finalement se rendre compte que ses explications étaient largement insatisfaisantes. « Monsieur, une fois de plus, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai été en rien impliqué dans la planification ou dans l'exécution de cette mission. Je n'ai appris son existence que ce matin. Je ne fais pas partie du commandement conjoint des opérations spéciales, et je ne suis pas non plus employé par la CIA. Toutefois, j'ai une confiance totale en le jugement des hommes et des femmes qui y travaillent. » Barrett agita les mains au-dessus de la tête, comme pour dire « Stop ! Que pouvons-nous faire, général ?» « Monsieur, nous ne pouvons faire qu'une chose. Nous devons sauver ces hommes aussi vite que nous le pouvons, si possible, avant le début des interrogatoires. Nous devons aussi s'aborder ce submersible, et c'est crucial. Mais cet individu, il faut soit le sauver, soit l'éliminer. Tant qu'il sera en vie et entre les mains des Russes, nous aurons à craindre l'imminence d'une catastrophe. » David Barrett attendit longtemps avant de reprendre la parole. Le général voulait sauver les hommes, ce qui suggérait qu'il faudrait lancer une mission secrète. Cependant, s'ils avaient été capturés, c'était à cause d'une violation de sécurité. Suite à une violation de sécurité, fallait-il lancer une autre mission secrète? On tournait en rond de la pire des façons. Cependant, Barrett ne ressentait pas le besoin de le signaler. Il espérait que même la personne la plus stupide de la salle aurait compris ça. Alors, il eut une idée. Il allait y avoir une nouvelle mission et il n'allait pas l'attribuer à la CIA ou au Pentagone. C'était eux qui avaient créé ce problème et il ne leur faisait pas confiance pour le résoudre. Il allait confier la mission à quelqu'un d'autre et ça allait déplaire à certains. Mais il était clair qu'ils étaient vraiment responsables de leur malheur. Il sourit intérieurement. Cette situation était désagréable, mais elle lui fournissait quand même une opportunité. Elle allait lui permettre de récupérer une partie de son pouvoir. Il était temps de mettre hors jeu la CIA et le Pentagone.
la NSA, la DIA, toutes ces agences d'espionnage bien établies. Savoir ce qu'il allait faire redonna à David Barrett la sensation d'être le chef pour la première fois depuis longtemps. « Je suis d'accord, » dit-il. « Il faut sauver ces hommes aussi rapidement que possible, et je sais exactement comment nous allons procéder. » Chapitre 3. 10h au 55, heure de l'Est, cimetière national d'Arlington. Arlington, Virginie. Dans la tranchée, Luke Stone regardait Robbie Martinez. Martinez criait « Ils arrivent de tous les côtés !» Martinez avait les yeux écarquillés. Il n'avait plus d'armes. Il avait pris un AK-47 à un taliban et il transperçait de sa baïonnette tous ceux qui franchissaient Arcey le mur. Luke le regardait avec horreur. Martinez était une île, un petit bateau qui affrontait une vague de combattants talibans. Et il se faisait submerger. Soudain, il disparut sous le tas. C'était la nuit. Ils essayaient juste de survivre jusqu'à l'aube, mais le soleil refusait de se lever. Ils n'avaient donc plus de munitions. Il faisait froid et Luke n'avait plus son t-shirt. Il l'avait arraché dans la chaleur du combat. Des combattants talibans barbus et enturbanés arrivaient en masse par-dessus les murs de sacs de sable du poste avancé. Ils glissaient, ils tombaient, ils sautaient en bas. Des hommes criaient tout autour de lui. Un homme franchit le mur avec une hachette en métal. Luke l'abattit au visage. L'homme tomba mort contre les sacs de sable. Un trou béant avait remplacé son visage. L'homme n'avait plus de visage, mais, maintenant, Luke avait la hachette. Il se plongea dans les combattants qui entouraient Millie. Martinez en envoyant des coups partout. Le sang gicla. Il découpait ses ennemis en tranches. Martinez réapparut. D'une façon ou d'une autre, il était encore debout et il poignardait les ennemis avec la baïonnette. Luke enfonça la hachette dans le crâne d'un homme. Elle s'y enfonça profondément et il ne put pas l'en ressortir. Même avec l'adrénaline qui faisait rage dans son corps, il n'avait plus de force. Il tira dessus et renonça. Il regarda Martinez. « Ça va ?» Martinez haussa les épaules. Son visage était rouge de sang. Son t-shirt en était saturé. À qui appartenait ce sang? À lui? À eux? Martinez haleta et désigna les corps qui les entouraient. « Ça allait mieux avant, je peux te le dire. » Luke cligna des yeux et Martinez disparut. À sa place, il y avait rangée après rangée de pierres tombales blanches. Par milliers, elles découvraient la rousse, les collines basses verdoyantes jusqu'à l'horizon. C'était une journée lumineuse, ensoleillée et chaude. Quelque part derrière lui, un joueur de cornemuse solitaire interprétait Amazing Grace. 6 jeunes rangers de l'armée amenèrent le cercueil brillant drapé dans le drapeau américain dans le cimetière ouvert. Martinez avait été ranger avant de rejoindre la force Delta. Les hommes avaient l'air élégants avec leur uniforme de cérémonie vert et leur béret brun clair, mais ils avaient aussi l'air jeunes, très jeunes, presque comme des enfants qui jouaient à se déguiser. Luke regarda fixement les hommes. Il arrivait à peine à penser à eux. Il inspira profondément. Il était épuisé. Il ne se souvenait pas avoir été aussi fatigué, ni à l'école des Rangers, ni pendant le processus de sélection des Delta, ni en zone de guerre. Le bébé, Gunner, son nouveau-né, ne dormait pas. Pas la nuit et à peine le jour. Donc, lui et Becca, ils ne dormaient pas non plus. De plus, Becca semblait ne pas pouvoir s'arrêter de pleurer. Le docteur venait de lui diagnostiquer une dépression post-partum aggravée par l'épuisement. Sa mère était venue au chalet vivre avec eux. Ça ne marchait pas. La mère de Becca, par où commencer? Elle n'avait jamais travaillé de toute sa vie. Elle semblait déroutée que Luke s'en aille tous les matins pour faire son long trajet jusqu'à la banlieue de Washington, D.C., située en Virginie. Elle semblait encore plus déroutée qu'il ne revienne que le soir. Le chalet rustique,
situé à un endroit pittoresque sur un petit promontoire au-dessus de la baie de Chesapeake, était dans la famille de Becca depuis 100 ans. Becca allait au chalet depuis sa petite enfance et maintenant, elle faisait comme si elle en était propriétaire. En fait, elle en était effectivement propriétaire. Elle insistait pour déménager avec le bébé dans sa maison d'Alexandria. Pour Luc, le plus dur, c'était que cette idée commençait à paraître raisonnable. Il avait commencé à imaginer qu'il arrivait au chalet après une longue journée de travail et qu'il trouvait l'endroit silencieux comme une tombe. Il pouvait presque observer ce qu'il faisait. Il ouvrait le vieux réfrigérateur vrombissant, prenait une bière et allait sur le patio de derrière. Il était juste à l'heure pour assister au coucher du soleil. Il s'asseyait dans une chaise longue et... crac! Luc faillit sursauter. Derrière lui, une équipe de 7 fusiliers avait tiré une salve en l'air. Le son se diffusa entre les coteaux. Une autre salve arriva, puis une autre. C'était un salut à 21 armes, 7 à la fois. C'était un honneur que tout le monde ne méritait pas. Martinez était un ancien combattant très décoré qui avait servi sur 2 théâtres d'opération. À présent, il était mort, suicidé, mais ça n'aurait pas dû arriver. 3 douzaines de soldats se tenaient en formation près de la tombe. Une poignée d'agents Delta et d'ex-agents Delta se tenaient un peu plus loin en civil. On reconnaissait les agents Delta parce qu'ils ressemblaient comme des stars du rock et s'habillaient comme des stars du rock. Ils étaient grands, larges d'épaules, en t-shirt et en blazer, en pantalon kaki. Ils avaient une barbe foisonnante et une boucle d'oreille. L'un d'eux avait une large crête iroquoise taillée de près. Luc se tenait seul, en costume noir, et il scrutait la foule. Il y cherchait un homme qu'il s'attendait à y trouver, un certain Kevin Murphy. Près de l'avant, il y avait une rangée de chaises pliantes, blanches. Une femme réconfortait une autre femme d'âge moyen, habillée en noir. Près d'elle, une garde d'honneur constituée de 3 Rangers, de 2 Marines et d'un pilote de chasse retirèrent soigneusement le drapeau du cercueil et le plièrent. Un des soldats se mit sur un genou devant la femme en deuil et lui présenta le drapeau. « De la part du président des États-Unis, dit le jeune ranger d'une voix brisée par l'émotion, de l'armée des États-Unis et d'une nation reconnaissante, veuillez accepter ce drapeau comme symbole de notre appréciation pour le service honorable et loyal de votre fils. » Luc regarda une fois de plus les agents Delta. L'un d'eux s'était éloigné et montait seul un coteau verdoyant entre les pierres tombales blanches. Il était grand et sec, avec des cheveux blonds, rasés près du crâne. Il portait un jean et une chemise élégante bleu clair. Même s'il était mince, il avait quand même les épaules larges et les bras et les jambes musclés. Ses bras semblaient presque trop longs pour son corps, comme les bras d'une star du basket-ball ou d'un ptérodactyle. L'homme marchait lentement, sans particulièrement se presser, comme s'il n'avait rien d'urgent à faire. Il marchait en fixant l'herbe du regard. Murphy. Luc quitta l'oraison funèbre et le suivit sur la colline. Il marcha beaucoup plus vite que Murphy et le rattrapa. Si Martinez était mort, c'était pour de nombreuses raisons. Mais la plus évidente était qu'il s'était tiré une balle dans la tête sur son lit d'hôpital. Or, pour cela, quelqu'un lui avait apporté une arme. Luc était sûr à 100% de savoir qui c'était. « Murphy !» dit-il. « Attendez une minute !» Murphy leva le regard et se retourna. Le moment d'avant, il avait semblé perdu dans ses pensées, mais, quand il avait entendu Luc, ses yeux s'étaient immédiatement réveillés. Son visage était étroit, en forme d'oiseau, beau à sa façon. « Luc Stone !» dit-il d'une voix monocorde. Il ne semblait ni content ni mécontent de voir Luc. Son regard était froid. Comme tous les agents Delta, il avait des yeux qui exprimaient une intelligence froidement calculatrice. « Permettez que je vous accompagne une minute, Murph. » Murphy haussa les épaules. « Comme vous voulez. » Ils marchèrent au même rythme. Luc ralentit pour s'adapter au pas de Murphy.
Pendant un moment, ils marchèrent sans dire un mot. « Comment allez-vous » dit Luke. C'était une formule de politesse étrange de sa part. Luke avait fait la guerre avec cet homme. Ils avaient combattu ensemble une douzaine de fois. Maintenant que Martinez était au mort, ils étaient les deux derniers survivants de la pire nuit que Luke ait vécue. On aurait cru qu'il y aurait une certaine intimité entre eux. Cependant, Murphy ne donna rien à Luke. « Je vais bien », c'était tout. Ni « Comment allez-vous » ni « Est-ce que votre bébé est né » ni « Il faut qu'on parle ». Murphy n'était pas d'humeur à converser. « J'ai entendu dire que vous aviez quitté l'armée », dit Luke. Murphy sourit et secoua la tête. « Que puis-je faire pour vous, Stone ?» Luke s'arrêta et saisit Murphy par l'épaule. Murphy se tourna vers lui et repoussa sa main d'un mouvement de l'épaule. « Je veux vous raconter une histoire, » dit Luke. « Allez-y, » dit Murphy. « Je travaille pour le FBI maintenant, » dit Luke. « Une petite agence discrète au sein du bureau. Espionnage. Opération spéciale. C'est Don Morris qui gère cette agence. »« Félicitations, » dit Murphy. C'est ce que tout le monde disait. Stone est comme un chat. Il retombe toujours sur ses pattes. Luke ne réagit pas à cette répartie. « Nous avons accès à des informations, les meilleures, nous savons tout. Par exemple, je sais que vous avez manqué à l'appel début avril et que vous avez obtenu une décharge honorable environ 6 semaines plus tard. » À présent, Murphy riait. « Vous avez dû chercher pas mal pour obtenir ces informations, hein? Vous avez envoyé une taupe examiner mon dossier personnel? Ou leur avez-vous seulement demandé de vous envoyer ça par courriel ?» Luke poursuivit. « La police de Baltimore a un informateur qui est un lieutenant proche de Wesley Cadillac Perkins, leader du gang de rue, les Sandtown Bloods. »« C'est sympa, » dit Murphy. « Le métier de policier doit être fascinant tous les jours. » Il se retourna et recommença à marcher. Luke marcha avec lui. 3 semaines auparavant, Cadillac Perkins et 2 gardes du corps ont été attaqués à 3 heures du matin pendant qu'ils entraient dans leur voiture dans le parking d'une boîte de nuit. Selon l'informateur, un seul homme les a attaqués, un grand homme blanc mince. Il a beau assommer les 2 gardes du corps en 3 ou 4 secondes. Ensuite, il a donné un coup de pistolet à Perkins et lui a volé une serviette contenant au moins 30 000 $ en liquide. « Cet homme blanc devait être audacieux, » dit Murphy. L'homme blanc en question a aussi volé à Perkins une arme, un Smith & Wesson .38, reconnaissable grâce à un slogan particulier gravé sur la crosse. Quand on est fort, on a raison. Évidemment, ni l'attaque, ni le vol de l'argent, ni la perte de l'arme n'ont été signalés à la police. C'était juste une chose dont cet informateur a parlé avec son responsable. Murphy ne regardait pas Luke. « Qu'est-ce que vous me dites, Stone ?» Luke regarda vers l'avant et remarqua qu'ils approchaient même de la tombe de John F. Kennedy. Une foule de touristes se tenait le long des dalles de 200 ans et prenait des photos du feu de la flamme éternelle. Le regard de Luke se dirigea vers le mur bas en granit qui se trouvait au bord du mémorial. Juste au-dessus du mur, il voyait le Washington Monument de l'autre côté du fleuve. Le mur lui-même portait de nombreuses inscriptions extraites du discours inaugural de Kennedy. Une citation célèbre attira l'attention de Luke. « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. » L'arme que Martinez a utilisée pour se suicider avait l'inscription « Quand on est fort, on a raison sur la crosse ». Le bureau a remonté la chronologie de l'arme et a découvert qu'elle avait été utilisée pour commettre 2 meurtres qui ressemblaient à des exécutions et qui semblaient être liés aux guerres entre vendeurs de drogue de Baltimore. Une de ces exécutions est le meurtre avec torture de Jamie Young, le parrain, ex-leader des Sandtown Bloods. Mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. Murphy haussa les épaules. Tous ces surnoms, le parrain, Cadillac, ça doit être dur de les retenir. Luke poursuivit.
D'une façon ou d'une autre, cette arme a voyagé de Baltimore vers le sud jusqu'à arriver dans la chambre d'hôpital de Martinez en Caroline du Nord. Murphy regarda Stone une fois de plus. Maintenant, ses yeux étaient inexpressifs. C'étaient des yeux d'assassin. Si Murphy avait déjà tué un homme, il en avait tué 100. « Et si vous alliez droit au but, Stone, dites ce que vous pensez, au lieu de me raconter une fable puérile sur les seigneurs de la drogue et les braqueurs. » Luke était dans une telle colère qu'il aurait presque pu frapper Murphy au visage. Il était fatigué, il était agacé, il avait le cœur brisé par la mort de Martinez. « Vous saviez que Martinez voulait se suicider, » commença-t-il. Murphy n'hésita pas. « C'est vous qui avez tué Martinez, » dit-il. « Vous avez tué toute la section. Vous, Luke Stone. Vous avez tué tout le monde. J'y étais. Vous vous souvenez? Vous avez accepté une mission que vous saviez impossible parce que vous ne vouliez pas refuser d'obéir aux ordres d'un maniaque qui voulait mourir. Et pourquoi? Pour faire avancer votre carrière. Vous avez donné l'arme à Martinez, dit Luke. Murphy secoua la tête. Martinez est mort cette nuit-là sur la colline, comme tous les autres, mais son corps était trop fort pour s'en rendre compte. Donc, il a eu besoin qu'on l'aide. Ils se regardèrent fixement pendant un long moment. L'espace d'un instant, dans sa tête, Luke se retrouva à nouveau dans la chambre d'hôpital de Martinez. Les jambes de Martinez avaient été réduites en lambeaux et n'avaient toujours pas pu être sauvées. L'une d'elles avait été sectionnée au bassin, l'autre sous le genou. Il pouvait encore se servir de ses bras, mais il était paralysé au-dessous de sa cage thoracique. C'était un cauchemar. Des larmes avaient commencé à couler sur le visage de Martinez. Il avait martelé le lit de ses poings. « Je t'avais dit de me tuer, » avait-il dit en serrant les dents. « Je t'avais dit de me tuer. Maintenant, regarde. Cette horreur. » Luke l'avait regardé fixement. « Je n'aurais jamais pu te tuer. Tu es dans mon ami. »« Ne dis pas ça, » avait répondu Martinez. « Je ne suis pas ton ami. » Luke se libéra de ce souvenir. Il était à nouveau sur une colline verte à Arlington, par un jour d'été ensoleillé. Il était en vie et, dans l'ensemble, il allait de bien. Quant à Murphy, il était encore ici, et il lui donnait sa version des faits, une version que Luke ne voulait pas entendre. Il y avait une foule de gens tout autour d'eux. Les gens regardaient d'art la flamme de Kennedy et chuchotaient discrètement. « Comme d'habitude, » dit Murphy. « Luke Stone a échoué en prenant du grade. Maintenant, il travaille pour son vieux commandant dans une agence d'espionnage civil, super secrète. Ils ont de beaux jouets, là-bas, Stone? Bien sûr, si Don Morris est à la tête de la boîte. De jolis secrétaires, des voitures des rapides, des hélicoptères noirs. C'est comme une émission télévisée, n'est-ce pas? » Luke secoua la tête. Il était temps de changer de sujet. « Murphy, depuis que vous avez manqué à l'appel, vous avez commis une série de vols à main armée dans des villes du Nord-Est. Vous avez ciblé des membres de gangs et des vendeurs de drogue. Des gens qui, comme vous le savez, transportent de grandes quantités de liquide et qui ne signaleront jamais. » Sans avertissement, Murphy envoya un direct avec son poing droit. Arrivant comme un piston, il frappa Luke au visage juste sous l'œil. La tête de Luke recula brusquement. « Tais-toi, » dit Murphy. « Tu parles trop. » Luke recula en trébuchant et heurta la personne qui se tenait derrière lui. Près de lui, quelqu'un d'autre eut le souffle coupé. Le coup avait été bruyant, comme une pompe hydraulique. Luke recula de plusieurs pas en repoussant des gens. Pendant une fraction de seconde, il eut la sensation familière de flotter. Il secoua la tête pour se remettre les idées en place. Murphy l'avait frappé violemment. Et Murphy n'avait pas terminé. Il lui en envoyait un autre. Les gens s'écartaient d'eux des deux côtés pour s'éloigner de la bagarre. Une femme obèse, bien habillée dans son ensemble, constituée d'une jupe et d'une veste beige, tomba sur les dalles entre Luke et Murphy.
2 hommes se précipitèrent pour l'aider à se relever. De l'autre côté de ce petit arbre potita, Murphy secouait la tête, agacé. À la droite de Luke, il y avait la chaîne basse qui séparait les visiteurs de la flamme éternelle. Luke passa dessus, marcha sur les larges pavés, puis passa dans un espace dégagé. Murphy le suivit. Luke enleva sa veste de costume d'un mouvement des épaules, révélant ainsi l'étui et son arme de service qui se trouvaient dessous. Maintenant, quelqu'un criait « Arme! Il a une arme !» Murphy la montra, un demi-sourire au visage. « Tu vas faire quoi, Stone? M'abattre ?» La foule des gens descendait hâtivement la colline en un exode massif et rapide d'humains. Luke détacha l'étui et le laissa tomber sur les pavés. Il se déplaça en cercle vers la droite, en gardant la flamme éternelle de la tombe de John F. Kennedy juste derrière lui et les pierres transtombales plates de la famille Kennedy devant lui. Au loin, il aperçut à nouveau le Washington Monument. « Tu es sûr que tu veux faire ça ?» dit Luke. Murphy passa sur une des pierres de tombale de la famille Kennedy. « C'est ce que je désire le plus. » Luke leva les mains. Il ne quittait pas Murphy des yeux. Il oublia tout le reste. Il voyait Murphy comme si l'homme était baigné d'une étrange lumière, comme celle d'un projecteur. Murphy avait une portée beaucoup plus grande, mais Luke était plus fort. Il fit signe avec les doigts de sa main droite. « Allez, viens !» Murphy attaqua. Il fit semblant d'envoyer un coup à gauche, mais frappa durement du poing droit. Luke esquiva le coup et envoya lui-même un coup violent de la main droite. Murphy repoussa le bras droit de Luke vers l'extérieur. Maintenant, ils étaient branches près l'un de l'autre, juste à l'endroit où Luke voulait être. Soudain, ils se saisirent l'un l'autre. Luke dégagea la jambe de Murphy d'un coup de pied, le souleva haut et le fit tomber au sol avec un bruit sourd. Luke sentit l'impact du corps de Murphy qui fit vibrer les dalles. La tête de Murphy rebondit sur la plateforme de pierre rude et ronde qui accueillait la flamme de Kennedy. La plupart des hommes auraient abandonné à ce moment-là, mais pas Murphy, qui était un delta. Sa main droite jaillit une fois de plus. Les doigts s'attaquèrent au visage de Luke en essayant de trouver ses yeux. Luke recula la tête. Alors, Murphy envoya un coup de son poing gauche. Luke le reçut au côté de la tête. Ses oreilles sifflèrent. La droite de Murphy revint. Luke la bloqua, mais Murphy se releva d'un bond. Il se lança sur Luke et ils tombèrent vers l'arrière, Murphy au-dessus. La boîte en métal qui contenait la flamme de 15 cm de haut était juste à la droite de Luke. Une brise souffla et le feu approcha d'eux. Luke en sentit la chaleur. De toutes ses forces, il saisit Murphy et roula loin vers la droite. Le dos de Murphy entra en contact avec la flamme éternelle. Le feu s'éleva tout autour d'eux quand ils roulèrent sur la flamme. Luke atterrit sur le flanc gauche et utilisa son élan pour continuer à rouler. Il se mit au-dessus de Murphy et lui prit la tête dans les 2 mains. Murphy le frappa au visage. Luke le repoussa d'un mouvement des épaules et frappa la tête de Murphy contre le béton. Murphy essaya de le repousser de ses mains. Luke lui frappa la tête contre le béton une fois de plus. « Ne bougez plus !» cria une voix grave. Le canon d'une arme était pressé contre la tempe de Luke. Il y était appuyé violemment. Du coin de l'œil, Luke vit les 2 grosses Missangomichi noires qui tenaient son bonnet l'arme et un uniforme bleu qui se profilait derrière elle. Immédiatement, Luke leva les mains en l'air. « Police !» dit la voix, maintenant un peu plus calme, mais pas beaucoup plus. « Monsieur l'agent, je suis l'agent Luke Stone, du FBI. Mon badge est dans cette veste, là-bas. » Maintenant, il y avait d'autres uniformes bleus. Ils entouraient Luke et l'écartaient d'armée de Murphy. Ils le plaquaient au sol et le maintenaient donné le visage contre la pierre. Il se fit aussi immobile que possible et n'offrit aucune résistance. Des mains lui firent une fouille au corps. Il regarda Murphy, qui recevait le même traitement. « Tu n'as pas d'arme sur toi, » pensa Luke. Peu après, ils relevèrent Luke. Il regarda autour de lui.
Il y avait 10 policiers. Juste au bord du tumulte, une silhouette familière se profilait. Le grand Ed Newsam, qui regardait la Tuxen de pas très loin. Un policier tendit sa veste à Luke, son étui et son badge. « Ok, agent Stone, quel était le problème ici ?» « Il n'y a pas de problème. » Le policier désigna Murphy. Murphy était assis sur les dalles, les bras autour des genoux. Il avait les yeux un peu dans le vague, mais il se remettait. « Qui est ce gars ?» Luke poussa un soupir et secoua la tête. « C'est un de mes amis, un vieil ami de l'armée. » Il fit un demi-sourire et se frotta le visage. Il vit du sang sur sa main. Vous savez, parfois, quand on se retrouve, la plupart des policiers s'éloignaient déjà. Luke baissa les yeux vers Murphy. Murphy ne faisait aucun effort pour se relever. Luke plongea la main dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite. Il la regarda une seconde. Luke Stone, agent spécial. Dans le coin de la carte, il y avait le logo de l'EIS. Sous le nom de Luke, il y avait le numéro de téléphone d'un secrétaire du bureau. Cette carte avait quelque chose de ridiculement plaisant. Il la tendit à Murphy. « Tiens, imbécile, appelle-moi. J'allais te proposer un travail. » Luke tourna le dos à Murphy et alla vers Ed Newsam. Ed portait une chemise élégante et une cravate noire, et il avait un blazer plié sur l'épaule. Il était aussi grand qu'une montagne. Ses muscles ondulaient sous ses vêtements. Ses cheveux et sa barbe étaient noirs de jais. Son visage était jeune, il n'avait pas une ride. Il secoua la tête et sourit. « Qu'est-ce que tu fais ?» Luke haussa les épaules. « Je ne sais pas vraiment. Et toi ?»« Ils m'ont envoyé te chercher, » dit Ed. « Nous avons une mission, des otages à sauver. Priorité élevée. »« Où ?» dit Luke. Ed secoua la tête. « C'est ultra secret. Nous ne le saurons que pendant le briefing. Cependant, ils veulent que nous soyons prêts à passer à l'action dès que le briefing sera terminé. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.